L'enregistrement fonctionne? C'est bon, ça a démarré. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire où on va, aborder les critères impératifs, donc dans le nouveau dispositif d'évaluation HAS de la qualité des établissements, services, sociaux et médico-sociaux. Donc comme vous le savez, le nouveau référentiel et le manuel d'évaluation de la qualité donc des établissements et des services socio-médico-sociaux a été publié en mars 2022 donc par la HAS, donc introduisant le nouveau dispositif, d'évaluation, de la qualité qui inclut aussi bien, le secteur social et médico-social, donc avec une procédure commune d'évaluation, heu, des organismes accrédités donc qui vont mener, ces évaluations futures et donc avec une cadence régulière à hauteur de tous les 5 ans ou donc qui annule l'ancien dispositif où on avait, une évaluation interne et externe et maintenant on parle plus que, d'évaluation, de la qualité, menée par, des organismes extérieurs. Donc voilà, brièvement pour reposer le contexte. Donc dans ce manuel, heu, de la HAS, il y a 2 niveaux d'exigence des critères, à savoir des critères standards, au nombre de donc 139 critères standards qui correspondent aux attendus de la certification de l'évaluation pardon, lors de la visite. Puis 18 critères impératifs, heu, qui ont un point de vigilance un peu plus particulier puisque ce sont donc des critères, heu, que la HAS dit que ne on ne souhaite plus voir au sein des établissements. Donc il y aura vraiment une vigilance particulière par rapport à ces critères impératifs et qui sont donc, l'objet de ce webinaire, d'aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, un point de vigilance particulier puisqu'il y a des exigences, par rapport à ces critères impératifs qui impliquent aux établissements, de mettre en place des plans d'action spécifiques, suite à l'évaluation, à la visite d'évaluation, si ces critères ne sont pas satisfaisants. Voilà, donc ce qu'on peut dire déjà par rapport à ça. Donc, comme je vous le disais, 2 niveaux d'exigence des critères, critères standards, critères impératifs. Donc, il semblait important de revenir quand même sur, comment était, genre présentée la fiche critères. Donc la fiche critères dans le manuel est présentée, donc comme vous le pouvez le voir dans le diaporama. Donc la thématique, droit de donc là, en l'occurrence, pour cet exemple, la thématique de ce critère, donc c'est droit de la personne accompagnée. À l'intérieur, dans cette thématique, vous allez retrouver un objectif spécifique. Donc l'objectif, celui-là, en l'occurrence, c'est le 2.2. Les professionnels favorisent l'exercice des droits fondamentaux et des libertés individuelles de la personne. Et dans cet objectif, vous allez retrouver un critère qui est celui-ci, critère 2.2.1. Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. Donc la fiche critère est présentée comme suit: l'intitulé de la thématique, l'intitulé de l'objectif, puis du critère. Ensuite, vous avez le niveau d'exigence qui est précisé, donc en caractère gras, soit il est standard, soit impératif. Donc là, on a pris l'exemple du critère impératif puisqu'on est on présente ça aujourd'hui. Et ensuite, vous avez le champ d'application, donc c'est-à-dire qui est précisé également en caractère gras. Est-ce qu'il s'agit, de tous les établissements ou services socio-médico-sociaux, donc social ou médico-social? Est-ce qu'il s'agit de toute structure confondue, donc établissement et service? Là, en l'occurrence, c'est plus l'établissement. Et ensuite, le public, concerné. Est-ce qu'il s'agit de la personne, âgée, personne en situation de handicap, personne en situation, de handicap, enfance, adulte, et cetera. Ensuite, vous avez le bloc, éléments d'évaluation. Donc là, vous allez retrouver, comment donc seront investigués, les différents éléments d'évaluation. Sur cette fiche critères, il y a 2 éléments d'évaluation, donc
on ne va pas détailler, mais que vous voyez là, les professionnels favorisent la liberté d'aller et venir, et ensuite les restrictions à la liberté d'aller et venir. Donc, ce sont les 2 éléments d'évaluation qui seront évalués pour obtenir voilà, l'évaluation du critère. Pour compléter ces éléments d'évaluation investigués, il pourra y avoir, en fonction de la fiche critère, de la consultation documentaire et ou observation. Voilà. Et ensuite, sur la partie droite, vous voyez qu'il y a les différentes références auxquelles le critère fait référence. Donc, tout le temps proposé de la même manière, les références en lien avec la HAS. Bien souvent, ce sont des recommandations de bonnes pratiques, guides, outils, et ensuite le cadre réglementaire. Donc voilà, juste pour repréciser un peu comment est présentée une fiche critère dans le manuel d'évaluation de la qualité. Donc maintenant, je crois qu'il y a on va parler du lien entre les critères impératifs et les thématiques auxquelles donc s'associent ces critères. Donc dans le manuel d'évaluation de la qualité, on recense 18 critères impératifs qui englobent différentes thématiques. 7 critères impératifs apparaissent dans le chapitre 2, qui concerne les professionnels. Et donc là, la thématique où on va retrouver les critères impératifs, donc à savoir 7 critères impératifs, il s'agit des droits de la personne accompagnée. Puis ensuite, vous allez retrouver 11 critères impératifs dans le chapitre 3, donc relatif à l'établissement ou service social et médico-social. Et donc là, les thématiques en question, il s'agit de l'accompagnement à la santé, puis de la démarche qualité et gestion des risques. Donc voilà pour ces 18 critères impératifs qu'on retrouve donc sur le chapitre 2, puis le chapitre 3. Donc une majorité de critères impératifs sur le chapitre 3, donc l'établissement et services social médico-social. Pour évaluer ces critères impératifs, il y aura 2 méthodes d'évaluation, à savoir le traceur ciblé pour la thématique des droits de la personne accompagnée, donc les 7 critères qui appartiennent au chapitre 2, puisque au chapitre 2, donc la méthode d'évaluation associée est le traceur ciblé. Puis pour les 11 critères du chapitre 3, donc liés à l'établissement, la méthode d'évaluation utilisée sera l'audit système, donc qui est relié au chapitre 3, cette méthode d'évaluation, et qu'on verra un peu plus tard dans ce webinaire. Donc là, c'était vraiment pour donner une photographie assez générale des 18 critères impératifs dans le dispositif. Donc, comme je l'ai dit, il y a 7 critères impératifs reliés au droit, à la thématique des droits de la personne accompagnée. Donc, il était intéressant quand même de vous les lister. Ces 7 critères qui concernent donc les critères 2.2.1 au critère 2.2.7. Donc, le critère 2.2.1 qui correspond aux professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. Le suivant, le critère 2.2.2, les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. Le 3e critère, qui est étroitement lié au précédent, les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. Le suivant, le critère 2.2.4, les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée. Puis le critère 2.2.5, les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée. Puis ensuite, le critère 2.2.6 et 2.2.7, où on voit que là, c'est l'établissement qui sera la cible. Donc, l'établissement favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. Puis le dernier, l'établissement garantit la confidentialité, la protection des informations et données relatives à la personne accompagnée. Donc là, c'était vraiment pour vous lister les 7 critères en lien avec les droits de la personne accompagnée. Donc, pour reprendre un petit peu, avoir une autre photographie que cette liste des 7 critères impératifs, donc liés aux droits de la personne accompagnée, et donc qui est spécifique au chapitre 2, on les reprend brièvement. Donc le premier critère impératif est vraiment en lien avec la liberté d'aller et venir
de la personne accompagnée. On reprendra un peu plus en détail après quelques points de vigilance, qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc là déjà la question qu'il faut se poser, est-ce que les professionnels, soutiennent, donc la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée dans les établissements? L'autre critère donc, qui est lié au respect de la dignité et de l'intégrité et comme je l'ai dit, le suivant aussi, respect de la vie privée et l'intimité sont quand même étroitement liés. Pareil, est-ce que les professionnels, favorisent donc le respect de la dignité et de l'intégrité, ainsi que la vie privée et l'intimité? Qu'est-ce qui est mis en place au sein des établissements pour vraiment répondre, aux différents, respect de la vie privée ou intimité de la personne? De même, est-ce que les professionnels, favorisent le respect de la liberté d'opinion, de croyance et de vie spirituelle, donc des des usagers, des résidents que vous accueillez au sein de l'établissement? Pareil pour le droit à l'image, est-ce que les professionnels favorisent et respectent ce droit à l'image? Est-ce qu'il y a, une autorisation qui est demandée auprès des personnes accompagnées? Puis ensuite les 2 derniers, plus spécifiques, à l'établissement, qui concernent donc les droits et libertés, donc là dans la globalité, hein, où ça va reprendre, les différentes dimensions qu'on a vues juste précédemment, à la fois, la liberté d'opinion, croyance et vie spirituelle, la liberté d'aller et venir, le respect de la dignité, de l'intégrité, ainsi que le respect de la vie privée et l'intimité. Donc là, plus, du regard de l'établissement. Est-ce que l'établissement favorise donc l'exercice de ces droits et libertés de la personne accompagnée? Puis le septième critère en lien avec les droits de la personne sur la confidentialité des données, excusez-moi. Est-ce que l'établissement donc garantit la confidentialité, la protection des informations? Qu'est-ce qui est mis en place pour vraiment garantir, voilà, la confidentialité des données? Donc là, c'était vraiment pour avoir une photographie un peu autre que juste la liste des 7 critères en lien avec les droits de la personne et puis, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc pour rappel, toujours, droits de la personne, ces critères impératifs sont vraiment spécifiques au chapitre 2. Ensuite, comme on l'avait vu, juste avant, enfin dans la présentation générale, un des 18 critères impératifs, une autre thématique, où on va retrouver un critère impératif est celui de l'accompagnement à la santé. Donc là, qui est spécifique au chapitre 3, l'établissement, qui concerne donc la sécurisation du circuit du médicament. Donc le critère en lien est le critère 3.6.2. Est-ce que les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament? De même, on reviendra plus en détail, hein, sur quelques points de vigilance par rapport à ce critère. Mais voilà, on comprend déjà que c'est vraiment par rapport, aux pratiques des professionnels quant à la sécurisation du circuit du médicament. Donc voilà pour ce critère. Donc un critère en lien, impératif donc, dans la thématique de l'accompagnement à la santé. Puis ensuite, les critères sur la démarche qualité et gestion des risques qui est aussi spécifique au chapitre 3, l'établissement. Donc on retrouve, derrière ces critères impératifs, donc 2 critères impératifs en lien avec la maltraitance et la violence. À savoir le critère 3.11.1. Est-ce que l'établissement définit avec les professionnels un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance? Donc, qu'est-ce que l'établissement met en place, hein, avec les professionnels quant à la prévention de la gestion des risques de maltraitance et de violence, donc au bénéfice des personnes accompagnées? Puis le second critère impératif dans cette, sur la maltraitance et la violence. Il s'agit donc, est-ce que l'établissement traite les signalements de faits de maltraitance et de violence? Et est-ce qu'il met en place des actions correctives? Donc là, 2 critères en lien, avec la maltraitance et la violence et donc sur le signalement et comment, sont organisées, la prévention de la maltraitance. Ensuite
Toujours dans la thématique de la démarche qualité et gestion des risques, on va retrouver 3 critères en lien avec les plaintes et les réclamations. Donc le critère 3.12.1, 3.12.2 et le 3.12.3. Donc pour le 1er critère, est-ce que l'établissement organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations? Ensuite, est-ce que l'établissement, communique sur le traitement de ces plaintes et des réclamations aux différentes parties prenantes? Et ensuite, dernièrement, est-ce que cette fois-ci les professionnels analysent en équipe les plaintes et réclamations et de même mettent en place des actions correctives? Là, on a vraiment toute l'organisation, heu, des plaintes et réclamations jusqu'au plan d'action et qui sont donc les 3 critères impératifs. L'autre thématique, enfin sous-thématique, on va dire, dans la démarche qualité gestion des risques, on va retrouver des critères impératifs, c'est sur les événements indésirables. Les critères se déclinent un peu de la même manière que les plaintes et réclamations, à savoir est-ce que l'établissement, organise le recueil et le traitement des événements indésirables? Est-ce que l'établissement communique par rapport à ces événements indésirables aux différentes parties prenantes? Et de même, est-ce que les professionnels, déjà déclarent, comment ils signalent, est-ce qu'ils participent à l'analyse en équipe, donc de ces événements indésirables et est-ce qu'ils mettent aussi en place des actions correctives? Donc là, c'est de la même manière que les plaintes et réclamations, on a 3 critères impératifs vraiment sur toute, l'organisation au sens large, du un peu du processus, hein, des événements indésirables. Puis enfin, la sous-thématique qu'on va retrouver dans les critères impératifs, liés à la démarche qualité et gestion des risques, concerne, le plan de gestion de crise et la continuité de l'activité. Donc là, on va retrouver 2 critères. On est toujours dans la même logique, hein, comment l'établissement définit avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Est-ce qu'il est réactualisé régulièrement? Et dernier critère, comment l'établissement, communique, son plan de gestion, que ce soit en interne ou en externe? Est-ce qu'il communique? Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces 10 critères impératifs. Donc c'est, la thématique où on recense le plus de critères impératifs, et donc dans le chapitre 3 également où on recense le plus de critères impératifs. Donc là, c'est juste pour vous faire une topographie un petit peu par rapport à cette, thématique, hein, de la démarche qualité et gestion des risques. Donc par rapport aux critères impératifs, faire une brève synthèse, globalement et dans la logique, hein, d'amélioration continue de la qualité, avec la roue de Deming, on a vu, lorsque je vous ai présenté donc les différents critères impératifs en lien avec cette thématique, qu'il y a d'abord, comment l'établissement, définit déjà son plan, par exemple de prévention et de gestion des risques de la maltraitance. De même, comment l'établissement définit son plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et également comment l'établissement organise le recueil, que ce soit sur les événements indésirables ou sur les plaintes et réclamations. Donc là, on est vraiment dans la partie planification. La deuxième étape, donc l'établissement a planifié, on est dans la partie do, donc bah, qu'est-ce qui est fait? Donc que ce soit l'établissement pour le coup ou les professionnels. Donc pour les professionnels déjà, comment les professionnels déclarent? Est-ce qu'ils déclarent les événements indésirables? Ensuite, le traitement, donc qui implique à la fois l'établissement, mais aussi les professionnels, hein. On l'a vu, tout à l'heure dans les intitulés des différents critères impératifs. Donc comment, est organisé, le traitement, hein, des par exemple, du signalement des faits de maltraitance? Comment, sont traitées les plaintes et les réclamations, ainsi que les événements indésirables? Et après cette étape de traitement, il y a évidemment la communication, on l'a vu, hein, qui apparaît un peu partout, sur les différentes sous-thématiques. Heu, Est-ce que la communication est réalisée sur les plaintes et les réclamations, sur les événements indésirables et sur, le plan de gestion de crise? Donc là, on est dans la partie vraiment, de terrain. Qu'est-ce qui est mis en place? On a planifié, qu'est-ce qui est réalisé sur le terrain? Et donc à partir du moment où donc on s'est analysé, la troisième étape, c'est d'évaluer.
Donc là, c'est aussi bien, les professionnels que l'établissement. Donc, l'analyse en équipe, on l'a vu, hein, pareil précédemment, à plusieurs reprises. Est-ce que les professionnels analysent en équipe, que ce soit les plaintes et les réclamations, et également les événements indésirables? Et après cette étape d'analyse, mais il y a, l'étape, acte. Qu'est-ce qui est mis en place justement par rapport, à l'analyse en équipe réalisée sur les événements indésirables ou les plaintes et réclamations? Et bien, on est dans une logique de plan d'action. Qu'est-ce qu'on met en place pour, améliorer ou conforter, ou valoriser aussi ce qui fonctionne bien, heu, en équipe, donc que ce soit avec les professionnels ou l'établissement. Donc là, c'est vraiment pour synthétiser et montrer la dynamique, hein, en tout cas pour, toute cette, thématique de démarche qualité gestion des risques, qu'on est vraiment dans cette logique d'amélioration continue. On planifie. Qu'est-ce qui est mis en place comment c'est réalisé, sur le terrain. Ensuite, comment on évalue et comment on réajuste à travers des plans d'action. Donc voilà ce qu'on peut dire pour, cette thématique, démarche qualité, gestion des risques et qui encore une fois comporte le plus de critères impératifs. Donc maintenant quelques points de vigilance, on va reprendre un peu plus en détail les différentes, thématiques, présentées, précédemment. Donc là, ce qui était intéressant, c'était de recenser un petit peu, pour, les droits de la personne accompagnée, les différentes sous-thématiques, heu, en fonction aussi des cibles. Donc, que ce soit pour la liberté d'aller et venir, le respect de la dignité, de l'intégrité, le respect de la vie privée, l'intimité, de même la liberté d'opinion, croyance, vie spirituelle et droit à l'image. Heu, Lorsqu'on reprend les fiches, critères, la cible, ce sont les professionnels. Donc on va interroger les professionnels, donc sur leurs pratiques. Qu'est-ce qui est mis en place pour vraiment garantir, le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne, de même la vie privée, l'intimité, la liberté d'aller et venir. Heu, donc là, quelques points de vigilance, mais voilà, qui ne sont pas du tout exhaustifs, hein, puisque ça reprend énormément de données. Mais en tout cas, on a listé, certaines qui étaient importantes, mais voilà. Donc par exemple, sur le maintien du lien social, est-ce que les professionnels vraiment sont dans cette dynamique de favoriser le maintien social? Est-ce que, par exemple, à travers, des sorties culturelles, est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'il y a également des visites qui sont organisées avec les familles? Est-ce que c'est facilitant pour la personne pour vraiment favoriser et garantir le maintien du lien social? De même par rapport, au respect de la vie privée, l'intimité, est-ce que les professionnels garantissent à la personne accompagnée un espace privatif et personnalisé? Est-ce qu'elle a la possibilité, de choisir par exemple la décoration de sa chambre? Est-ce qu'il y a possibilité, pour elle de mettre des signes religieux dans sa chambre? Que ce soit vraiment son espace privatif à elle, apporter, des rideaux, enfin voilà, toutes sortes de choses, que ce soit vraiment son lieu, heu son endroit. Ensuite, est-ce que, justement pour favoriser tout ça et avoir le recueil un peu de l'expression de la personne, est-ce que les professionnels, utilisent des moyens de communication adaptés pour pouvoir, échanger avec la personne et puis, recenser, ses besoins? Pour le respect de l'intimité de la personne, lors de la toilette ou des soins, est-ce que c'est préservé? Est-ce que son intimité est vraiment préservée, garantie? Est-ce que lorsqu'il y a, des chambres doubles, par exemple, des paravents sont mis en place, ce genre de choses? Qu'est-ce qui est vraiment mis en place pour garantir le respect de l'intimité? De même, comment est pris en considération les habitudes de vie du résident en fonction de ses croyances? Est-ce que les professionnels favorisent et encouragent le déplacement des résidents dans l'enceinte de l'établissement? Donc en lien avec la liberté d'aller et venir. Toujours en lien avec la liberté d'aller et venir, la contention médicale, est-ce qu'elle est réévaluée systématiquement? Est-ce que c'est tracé? Est-ce qu'on va le retrouver dans le dossier, de l'usager? Et ensuite, mais aussi, en lien avec, le projet d'accompagnement, hein. Est-ce que, la prise en charge de la personne accompagnée respecte vraiment ce qui a été identifié dans le projet d'accompagnement? Donc là, ce sont vraiment,
des questions en lien avec les pratiques professionnelles. Donc est-ce que, il y a des évaluations des pratiques professionnelles qui sont organisées au sein des établissements? C'est des choses qui pourront être demandées auprès des professionnels. Autre chose qui pourra être demandée aussi, c'est est-ce que les professionnels ont tendance à partager, leur expérience, leurs pratiques, avec, entre les professionnels déjà, avec les différents corps de métier? Est-ce qu'il arrive qu'ils se réunissent pour échanger sur différents points? Et également, est-ce que l'avis de l'usager, est recherché? Est-ce que, il y a, lors de CVS par exemple, des des expériences ou des pratiques qui sont remontées pour, toujours dans l'objectif d'améliorer la prise en charge, de la personne accompagnée? Et évidemment, on comprend bien, hein, qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Est-ce que les professionnels tendent, heu, à à, à ça, enfin tendent vers l'amélioration continue, heu, par rapport à leurs pratiques? Donc juste par rapport, à ces différentes sous-thématiques, hein, qu'on retrouve donc, dans les critères impératifs, heu, on a listé aussi les dans les sous-thématiques, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui apparaissent, donc que ce soit pour la liberté d'aller et venir, le respect de la dignité, de l'intégrité, la vie privée et liberté d'opinion et croyance. Donc il y a des recommandations de bonnes pratiques qui sont associées. Bien souvent, ce sont les mêmes recommandations de bonnes pratiques sur, par exemple, la qualité de vie, en masse femme ou qualité de vie EHPAD, le volet 2 là spécifiquement. Il y a aussi un consensus sur la liberté d'aller et venir. Enfin voilà, tout ça, c'est listé sur les fiches critères et c'est intéressant, voilà, pour aller plus loin de les identifier. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux droits de la personne accompagnée, où la cible, est plus les professionnels. Et ensuite, donc on est dans la thématique des droits de la personne accompagnée, on a vu qu'il y avait 7 critères impératifs, pardon. Donc les 2 autres, droits et libertés et confidentialité des données. De même pour droits et libertés, donc il y a une recommandation de bonne pratique plusieurs recommandations de bonne pratique puisqu'elle englobe un petit peu ce qu'on a vu précédemment, hein, la liberté d'aller et venir, la vie privée, l'intimité, et cetera. Donc là, on retrouve les différentes recommandations de bonne pratique, en lien. Heu, là, la on a dissocié les 2 puisque la cible, heu, est l'établissement. Donc les entretiens auront plutôt lieu avec l'établissement. Donc voir, par exemple, par rapport au règlement de fonctionnement, est-ce qu'il fait mention de la liberté d'aller et venir? De même, la politique par rapport, aux contentions. Est-ce que, dans l'établissement, la contention, c'est quelque chose que vous mettez en avant et dans ces cas-là, est-ce qu'on va le retrouver dans le projet d'établissement? De même dans le projet d'établissement, est-ce que le maintien des visites, est mis en avant avec les horaires, ce genre de choses? L'aménagement des locaux adaptés au public qu'on peut retrouver aussi dans le projet d'établissement et aussi, l'ouverture des lieux vers l'extérieur, les différents partenaires. Ensuite, il y a évidemment la charte des droits et libertés qu'on retrouve un peu sur quasiment les 7 thématiques, peut-être pas sur la confidentialité des données, mais en tout cas, sur la majorité des critères impératifs, hein. La charte des droits et libertés, est-ce qu'elle est affichée, diffusée, connue de tous? Ça, c'est quelque chose qui pourra être demandé auprès des professionnels également. Donc là, ce sera plutôt, vérifié lors d'observations. Et de même, on pourra demander à l'établissement, est-ce que systématiquement est remis la charte des droits et libertés, lorsque la personne, accompagnée, arrive, dans l'établissement ou avant son arrivée? Heu et ensuite, évidemment, un lien par rapport à la confidentialité des données. Comment est garantie la protection des données? Est-ce qu'il y a un support de saisie, par exemple, des transmissions qui est sécurisé et qui permet vraiment juste l'accès aux professionnels et que, lorsqu'ils ont terminé leur transmission, ce soit pas accessible à n'importe quelle, personne? Donc là, quelques pistes d'action, qu'on suggère, c'est, pour recenser vraiment, la vie, hein, de la personne accompagnée par rapport aux droits de la personne accompagnée. Est-ce que, peut-être l'établissement peut lancer des questionnaires de satisfaction? Peut-être que ça existe déjà au sein de vos établissements, mais en tout cas, c'est une piste d'action.
pour voir, effectivement où les établissements se situent, hein, par rapport à cette thématique des droits de la personne accompagnée. Et de même, évidemment inclure le CVS dans la démarche pour, tendre, hein, toujours pareil dans une amélioration, continue de la qualité de la prise en charge et puis, sur, l'évaluation des pratiques, voilà, il y a vraiment des choses, qui peuvent être, fait avec, le CVS pour échanger en tout cas sur, différentes thématiques en lien, avec, les droits de la personne accompagnée. Voilà quelques, points de vigilance, qu'on peut dire par rapport aux droits de la personne accompagnée. Donc ensuite, on l'a vu, la démarche qualité et gestion des risques. Par rapport à la maltraitance, donc de même, il y a des recommandations de bonnes pratiques en lien avec cette sous-thématique. Là, l'objectif, serait, de voir, est-ce qu'il y a des déjà une procédure, de déclaration par rapport à la maltraitance et la violence, pardon. Comment, c'est recueilli? Ces informations? Est-ce que les professionnels ont régulièrement des formations ou sensibilisations, heu, sur ce sujet? Est-ce que donc ça on l'avait vu un petit peu avant, hein, l'analyse est réalisée en équipe pluridisciplinaire et est-ce qu'on va retrouver aussi la traçabilité des actions définies? Donc là, pareil, une piste d'action, pourrait être, de réaliser un travail collectif sur l'identification des situations à risque, que ce soit au domicile, puisque c'est on sait que ça peut être aussi, un peu compliqué au domicile, d'identifier des situations à risque, dans l'établissement, également ou dans le service. Voilà, ça peut être, une piste d'action, où vous retrouverez un document qui formalise justement ces situations à risque et vraiment pour, faciliter aussi, aux professionnels, l'identification de ces situations de risque de maltraitance. Le deuxième point, donc il s'agit enfin sous-thématique, il s'agit des plaintes et réclamations. Donc là, de même, il y a des recommandations de bonnes pratiques en lien avec cette sous-thématique. Là, parmi les point de vigilance, on peut parler de, déjà, est-ce qu'il existe, hein, une procédure de recueil, des plaintes et réclamations qui existe et qui est mis à jour? Est-ce qu'il existe un support de recueil des plaintes et réclamations? Est-ce qu'il est connu de tous? Également, de même, bon ça ce sera sur toute la partie démarche qualité, gestion des risques, hein. Est-ce qu'il y a une analyse qui est réalisée en équipe pluridisciplinaire? Est-ce que les professionnels sont inclus dans la mise en place, des plans d'action? Et est-ce qu'on va retrouver cette traçabilité? Et là, autre point important, le CVS qui pourra être, également, vu lors de la visite sur cette, sous-thématique-là, sur les plaintes et réclamations où, il pourra, enfin voilà, on leur demandera si, ils ont eu les informations sur les plaintes et réclamations à l'instance et est-ce qu'ils participent également, à la définition du plan d'action. Donc ça, c'est des points de vigilance à ne pas négliger et vraiment, essayer d'inclure au maximum, les membres du CVS, car il y aura la possibilité de les rencontrer sur, cette sous-thématique. Ensuite, les événements indésirables, va reprendre, hein, sensiblement à peu près les mêmes choses que les plaintes et réclamations. Est-ce qu'il existe une procédure de gestion des événements indésirables? Est-ce qu'elle est connue des équipes? Hem Est-ce que, au sein de votre établissement, vous avez, mis en place une charte incitative de signalement des événements indésirables pour vraiment favoriser et développer, hein, le signalement, des événements indésirables au sein de votre structure? Quel est le type de support de déclaration que vous avez? Est-ce que c'est papier, logiciel et que ce soit vraiment bien formalisé ça? Pour, que ce soit clair pour tout le monde, pour les professionnels, est-ce qu'ils connaissent le support de déclaration aussi? Au niveau du traitement des événements indésirables, est-ce que, du coup, c'est sur un logiciel? À quelle fréquence sont, traités les événements indésirables? Quelle est l'organisation qui est mise en place par rapport à ça? Et comment vous communiquez sur les événements indésirables? Ça, c'est un point important également. Et ensuite, il y aura aussi, une partie, hein, sur la sensibilisation et formation des professionnels au signalement des événements indésirables. Heu,
Est-ce que c'est mis en place, au sein de vos établissements pour sensibiliser les professionnels à vraiment inciter, à signaler les événements indésirables, participer également à l'analyse de ces événements, et évidemment contribuer à définir le plan d'action? Et de même, hein, sur, la communication, comment est réalisé le retour d'expérience? Est-ce qu'il est fait? Ça, c'est vraiment important, auprès des professionnels et aux différentes parties prenantes et pourquoi pas aussi les instances, hein, le CVS. Est-ce qu'il y a un retour, d'expérience qui peut être fait? Et est-ce que c'est également communiqué, au CVS? Ça, ce sont des choses également où on pourra, ben, lors d'un entretien avec un membre du CVS, demander s'ils ont, eu, voilà, connu en tout cas la liste, ou eu, connaissance des événements indésirables qu'il y a eu, par exemple au cours de l'année ou ça c'est vous qui l'organisez, en interne. Mais en tout cas, est-ce que le CVS, voilà, fait partie intégrante aussi de cette, voilà, sous thématique, les événements indésirables et est-ce qu'ils peuvent également, participer à la définition du plan d'action ou en tout cas, est-ce qu'ils ont l'information? Et ensuite donc, l'autre, sous-thématique, c'est plan de gestion de crise et continuité de l'activité. Est-ce qu'il existe au sein de votre établissement, le plan bleu ou un plan de continuité d'activité qui est formalisé et actualisé? Est-ce que les professionnels sont informés de ce plan de gestion de crise? Et est-ce qu'il y a des exercices de simulation qui sont réalisés au sein de votre structure? De même, par rapport au plan de gestion de crise formalisé, le CVS, pourra être interrogé par rapport à ça. Est-ce qu'il a été consulté? Est-ce qu'il a participé ou en tout cas, été informé de ce plan de gestion de crise? Donc là encore, hein, on voit que c'est vraiment l'organisation au sens, global, hein, que ce soit, de la stratégie de l'établissement à ce qui est mis en place, voilà, dans la pratique. Puis ensuite, l'analyse, la communication et après les plans d'action. Voilà ce qu'on peut dire, par rapport à la démarche qualité et gestion des risques et les quelques points de vigilance, à noter par rapport à ça. Et ensuite, dernier critère impératif, donc en lien avec la thématique de l'accompagnement à la santé, donc sur la sécurisation du circuit du médicament qui est exclusivement abordé donc dans le chapitre 3. Il y a 5 critères qui sont associés à cette, sous-thématique, hein, de la sécurisation du circuit des médicaments et donc il y en a un impératif et ce critère impératif, la cible, c'est les professionnels. Donc là, c'est vraiment donner quelques exemples de vigilance. On n'a pas tout repris, par rapport à toute à aux différentes étapes, hein, du circuit du médicament, mais en tout cas, bon déjà la 1re chose, est-ce qu'il existe une procédure circuit du médicament donc et surtout qu'elle soit connue par les professionnels? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'elle est adaptée? Heu, de même, la traçabilité des données, est-il réalisée sur le bon support? Est-ce que les professionnels connaissent donc le support utilisé et le bon? L'IDE, est chargé de la préparation des médicaments, évidemment. Heu, ensuite par rapport aux pratiques, hein, est-ce que l'infirmière ou l'infirmier respecte les doses à administrer en fonction de la prescription? Et évidemment, on ne retrouve pas de retranscription de prescription. Alors là, bon, c'est vraiment, très succinct parce qu'on pourrait, reprendre vraiment plus en détail, à chaque étape, mais c'est pas l'objet, ce jour de reprendre vraiment dans le détail sur la sécurisation du circuit du médicament, mais c'était vraiment de reprendre quelques points de vigilance par rapport à cette sous-thématique et donc une piste d'action justement pour voir où vous vous situez par rapport à cette sous-thématique, ce serait de réaliser une auto-évaluation du circuit du médicament pour vraiment identifier les risques, heu et puis, permettre, ensuite de mettre en place, hein, et définir un plan d'action par rapport à ça. Donc certains établissements l'ont déjà, réalisé, mais vraiment, en tout cas, ça peut être, facilitant pour, répondre, aussi à ce critère impératif. Et donc là, encore une fois, ce critère impératif est vraiment en lien avec les professionnels, heu, donc vraiment voir, qu'est-ce qui est mis en place et comment les professionnels, beh, voilà, sont, par rapport à la sécurisation du circuit du médicament. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces,
sur le lien, en fait, des critères impératifs et donc des thématiques associées. Donc maintenant, on va parler de l'abord des critères impératifs lors de l'évaluation pour la HAS. Donc c'était au tout début, hein, je vous avais, présenté, globalement, les critères impératifs, donc dans quel chapitre on les retrouve et donc les méthodes d'évaluation qui seront utilisées pour évaluer ces, différents critères impératifs. Donc on avait vu qu'il y a 2 méthodes d'évaluation qui seront utilisées lors de l'évaluation pour, évaluer ces différents critères. Donc la première, c'est la méthode du traceur ciblé où en fait l'objectif c'est de partir du terrain pour aller vers le processus. Donc, il y aura une reconstitution du circuit physique à chaque étape, avec donc une rencontre des professionnels concernés, donc par rapport à la thématique, donc voilà et des observations de pratique et consultations documentaires en plus pour vraiment, investiguer, un peu plus par rapport aux critères impératifs, en tout cas la thématique puisque ce sera, globalisé. Et ensuite, il y a donc la 3e étape où il y aura donc un entretien, un échange avec la gouvernance sur, l'organisation et les moyens déployés pour la mise en œuvre. Donc on part vraiment du terrain pour remonter vers le processus et voir, ce qui a été mis en place. Donc ça, c'est la méthode du traceur ciblé, donc exclusivement liée au chapitre 2. Donc en l'occurrence, là, ce sera en lien avec les droits de la personne accompagnée. Et ensuite, la deuxième méthode d'évaluation, qui sera utilisée pour évaluer les critères impératifs, c'est donc, l'audit système, donc qui sera le plus utilisé puisque, elle est exclusivement liée au chapitre 3 et où on dénombre le plus de critères impératifs, donc les 11 critères impératifs. Et là, c'est dans le sens inverse du traceur ciblé, donc la méthode d'évaluation qu'on a vue avant, où on va partir du processus pour aller vers le terrain, voir ce qui est décliné sur le terrain. Donc ça va commencer par une rencontre avec la gouvernance où, sera abordé un peu, quelle est la stratégie, l'organisation, de la gouvernance sur, une thématique, spécifique et essentiellement évidemment sur la démarche qualité, hein, on l'a vu, tout à l'heure, c'est celle où on recense le plus de critères impératifs, mais aussi sur l'accompagnement à la santé. Quelle est la stratégie de l'organisation? Et ensuite, les actions qui sont mises en place. Donc là, c'est lors de l'échange avec la gouvernance et ensuite, la troisième étape consiste donc à, rencontrer, les professionnels, dans le cadre d'un entretien, pour vérifier, la bonne diffusion et la compréhension des actions qui sont déployées et donc vraiment vérifier, si la stratégie de l'organisation, est arrivée donc jusqu'aux professionnels, au terrain et voir comment c'est mis en place. Voilà et donc si, les professionnels ont bien eu les informations, la bonne communication de ces différentes thématiques ou sous-thématiques. Et donc là, on est exclusivement sur le chapitre 3, donc démarche qualité et accompagnement à la santé. Donc là, on a pris, un exemple pour, illustrer un peu plus, hein, les 2 méthodes. Donc la première méthode, il s'agit du traceur ciblé. Donc comme je vous l'ai dit, qui est, exclusivement sur le chapitre 2. Donc ce sera pour, les critères impératifs en lien avec les droits de la personne accompagnée. Donc ici, le critère en lien, avec, les droits de la personne concerne, la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. Donc c'est le critère 2 de 3. Donc impératif. Là, la première étape, donc c'est la reconstitution du circuit qui sera réalisée. Donc il y aura un temps d'échange, mais aussi des observations qui auront lieu, lors de la reconstitution du circuit. Donc les échanges avec les professionnels dans un premier temps, sur leur pratique, hein, quant au respect de la vie privée de la personne. Donc on l'avait vu un petit peu avant, lors de la toilette. Alors là, c'est voilà, point d'interrogation puisque je pense pas que l'organisme, évaluateur, viendra lors de la toilette, mais en tout cas voir, ce qui est comment c'est réalisé.
les soins? Est-ce que les professionnels favorisent la relation sociale? Et comment, par exemple, peut-être aménager, la chambre d'une personne? Et donc, évidemment, on se posera la question, de l'évaluation des pratiques, comme on l'a vu, précédemment lorsqu'on a abordé, les différents points de vigilance par rapport à ça. Donc là, on va reconstituer le circuit et puis vraiment échanger avec les professionnels par rapport à ça. Qu'est-ce qui est mis en place sur leurs pratiques et cetera? Et ensuite, la deuxième étape ou troisième étape, si on reprend l'infographie, c'est l'échange avec la gouvernance, sur l'organisation mise en place, hein, pour garantir le respect de la vie privée de la personne. Donc est-ce qu'il y a l'aménagement des locaux, les temps de visite programmés, une identification de lieux de visite pour, par exemple, que la personne accompagnée puisse, avoir un endroit spécifique pour rencontrer sa famille, son entourage et cetera. Est-ce que c'est mis en place au sein de votre établissement ou pas? Quelle est la communication et la diffusion de la charte, des droits et libertés? Est-ce qu'elle est réalisée? Comment, elle est communiquée, et cetera? Et aussi, la programmation des formations et sensibilisation par rapport à cette thématique-là. Donc là, c'est vraiment un exemple, qu'on reprend, par rapport, heu, aux traceurs ciblés. Et donc, voilà, juste pour, refaire le lien, hein, que c'est un regard croisé entre, les professionnels, hein, l'évaluation des pratiques et échanger par rapport à ça, sur leurs pratiques au quotidien. Et ensuite, ce qui est donc on part du terrain pour ensuite vérifier, vérifier, voir ce qui est mis en place par, heu, l'établissement. Donc un regard croisé. Donc l'autre méthode d'évaluation, c'est l'audit système, où là, c'est dans le sens inverse. On a un regard croisé, mais où on part de, la gouvernance qui est mise en place pour vérifier sur le terrain si effectivement l'information est bien, heu, communiquée, et vraiment, est-ce que les professionnels en ont connaissance et comment c'est déployé? Donc la première étape, donc pour, on a pris la thématique ici, l'exemple en tout cas pris, c'est sur la démarche qualité gestion des risques. Et le critère impératif, concerne, les événements indésirables et est-ce que les professionnels déclarent et analysent en équipe les événements indésirables et mettent en place des actions correctives? Donc il s'agit du critère 3-13-3, donc sur les événements indésirables. Donc par rapport à oui, à l'échange avec la gouvernance ou avec, l'établissement, des questions qui pourraient être posées, par exemple, c'est, sur, évidemment l'organisation, hein, du signalement et la gestion des événements indésirables. Qu'est-ce qui est mis en place? La procédure, heu, le support, heu et comment après sont gérés les événements indésirables, à quelle fréquence, voilà. Qui participe aussi, heu, à l'analyse, et à la gestion des événements indésirables. Et ensuite également, la recherche de l'implication des professionnels à la gestion des événements indésirables, comme on a pu le voir lorsqu'on a bien, lorsqu'on a listé les différents critères, hein, c'est vraiment de voir aussi, est-ce que les professionnels, analysent, en équipe, pluridisciplinaire, et participent à la définition du plan d'action. Donc ça, c'est ce qui sera vu avec la gouvernance, vraiment, la stratégie, hein, l'organisation par rapport aux événements indésirables. Puis ensuite, il y aura un autre entretien donc avec les professionnels, pour, confirmer, heu, l'organisation, leur implication aussi, dans l'analyse des événements indésirables. Est-ce que, ils participent au retour d'expérience, quant à ces événements indésirables? Et également, la participation au déploiement de plans d'action. Est-ce qu'ils participent, contribuent, est-ce que l'établissement, la gouvernance en tout cas les inclut, par rapport à ça? Donc là, regard croisé dans l'autre sens, où on part de du processus pour aller voir comment c'est décliné sur le terrain. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'était voilà 2 exemples pour illustrer ces méthodes d'évaluation. Alors maintenant, par rapport à ces critères, pour entrer un peu plus dans le détail, il y a donc la cotation des critères. Donc la cotation des critères, est possible, donc il y a 5 cotations possibles. Heu
Donc 1, pas du tout satisfaisant, à l'étoile pour, optimiser. La particularité pour les critères impératifs, c'est que autre point, pardon, donc là, il y a les 5 possibilités. Il y a aussi possibilité sur, le logiciel de renseigner si la réponse est inadaptée ou non concernée. Et donc la particularité pour les éléments, les critères impératifs, c'est que, en aucun cas un critère impératif peut être renseigné comme non concerné. Puisque, ils sont censés, heu, être enfin, vraiment, bah, obligatoires pour tous les établissements, hein. Comme on l'avait dit au tout début, ça fait partie des exigences qu'on attend, bah, des établissements et où ce sont des choses que l'on ne souhaite plus voir. Donc il ne peut pas être enseigné non concerné. Et la seconde particularité pour les critères impératifs, donc il est possible de coter le critère de 1 à 4 ou étoile, si le critère est optimisé. Si le critère, si un critère impératif est coté en dessous de 4, un formulaire critère impératif sera renseigné sur, la plateforme Sinae par l'organisme évaluateur. Donc là, c'est un point de vigilance. Pourquoi c'est un point de vigilance? Car donc le formulaire, critère impératif donc va se décliner en 2 étapes. Donc lors de l'évaluation, si un critère impératif a eu une cotation en dessous de 4, l'organisme évaluateur va donc compléter le formulaire sur Sinae, informer, bah, suite à la visite, la gouvernance par rapport à ça. Ce qui va donner lieu, et c'est là le point vraiment important, à des investigations complémentaires. Donc soit lors, de rencontres ou échanges, avec tous les professionnels, ça c'est possible en fonction du critère impératif, bah, voilà, ça va dépendre des professionnels impliqués enfin, en tout cas inclus dans les critères ou la thématique et également les instances. Donc, bah, en l'occurrence le CVS aussi. Donc des investigations complémentaires et ensuite, autre point important, lorsque le formulaire critère impératif est renseigné, il sera intégré au rapport d'évaluation. Voilà les 4 étapes. Ce qui va impliquer, en seconde étape, à l'issue de l'évaluation, ce qui va impliquer donc pour l'établissement de réaliser très rapidement, hein, dans la continuité, immédiate un petit peu de l'évaluation, d'élaborer un plan d'action par rapport aux différents critères impératifs, qui auront, fait l'objet d'un formulaire renseigné sur, Sinae. Donc élaborer un plan d'action par rapport à un ou plusieurs critères impératifs, s'il y en a eu plusieurs, de renseigner. Ce plan d'action devra être transmis à l'autorité compétente puisque, le formulaire, hein, on l'a vu précédemment, du critère impératif est intégré dans le rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est transmis donc à l'autorité compétente, donc il faudra également, envoyer le plan d'action et ce qui pourra, ou pas, hein, entraîner des investigations complémentaires possibles de l'autorité compétente suite à ça. Voilà pourquoi il y a aussi un point de vigilance par rapport aussi à ces critères impératifs où, à la suite donc de cette évaluation, il y a vraiment un plan d'action à réaliser, assez rapidement. Si un formulaire, critère impératif est renseigné sur Sinae. Voilà par rapport à ça. Alors la prochaine étape, donc consiste à vraiment vous vous sensibiliser, hein, à réaliser, une auto-évaluation sur les critères impératifs puisqu'on voit que c'est un petit peu, particulier. Contrairement aux critères standards, il y a des attendus, des exigences derrière par rapport à ces critères impératifs. Donc il peut vraiment être intéressant pour vous pour, amorcer, déjà, cette dynamique d'évaluation, par rapport à ce nouveau dispositif. Ça peut être intéressant de s'auto-évaluer sur, les critères impératifs pour démarrer. Donc réaliser donc un autodiagnostic des critères impératifs, ça peut être, intéressant.
Évidemment, et ça, on vous encourage vraiment à le faire en équipe pluridisciplinaire parce que, comme vous avez pu le voir, hein, dans bon nombre de critères impératifs, les professionnels, hein, sont, bah, la cible d'entretiens, de différents critères impératifs et ils sont vraiment au cœur de la prise en charge. Donc il est vraiment indispensable de réaliser cet autodiagnostic en équipe pluridisciplinaire, de reprendre chaque élément d'évaluation et s'interroger avec les professionnels sur, voilà les pratiques. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Et donc sur les critères liés aux droits de la personne accompagnée, bah, ce serait vraiment intéressant d'analyser l'accompagnement au quotidien par rapport aux recommandations de bonnes pratiques et toujours pareil, voir est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Si on n'y est pas, mais quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place pour, tendre vers ça? Et si on y est, au contraire, vraiment le valoriser. Et donc, comme vous avez pu le voir, hein, dans les critères impératifs, il y aura, des entretiens possibles avec le CVS. Donc on vous encourage vraiment à impliquer aussi, le CVS dans cette démarche et dans cette dynamique qui pour ça pourra être, vraiment constructif, voilà, de travailler, heu, avec le CVS et donc de s'auto-évaluer par rapport à ça pour voir où vous vous situez. Donc ça, c'est le 1er point et donc à l'issue de cette auto-évaluation, ce qui est vraiment important, c'est évidemment de prévoir une restitution de l'auto-évaluation, que ce soit les points forts, mais aussi les points améliorés, hein, auprès des équipes, mais également des différentes instances et donc le CVS puisque, ils sont, heu, inclus, hein, dans cette dynamique, idéalement et également on voit, voilà, dans les critères impératifs, ils pourront, être, interrogés par rapport à ça, donc il est vraiment important de prévoir une restitution, auprès de tous, de réaliser également, un plan d'action, hein, définir un plan d'action en équipe pluridisciplinaire également et communiquer ce plan d'action, aux différentes instances et aux professionnels pour inclure, tout le monde et vraiment être dans cette dynamique d'amélioration continue de la qualité et de la prise en charge de la personne accompagnée. Qui reprend, comme on a pu le voir, tout à l'heure, hein, toute la thématique démarche qualité et gestion des risques. On a vu que c'était vraiment ce qui était attendu aussi, que ce soit pour les événements indésirables, les plaintes et réclamations et cetera, qui est vraiment une approche globale, vraiment d'amélioration continue. De même le réaliser pour vous auto-évaluer, par rapport, à ces critères impératifs. Donc voilà ce qu'on peut, vous encourage en tout cas à faire, bah, pour, peut-être voilà démarrer, et vous imprégner, ce nouveau dispositif d'évaluation. Ça peut être intéressant de commencer donc par les critères impératifs pour voir où vous vous situez et les travailler en équipe. Et donc pour aller plus loin, la FORAP donc qui fédère, les structures régionales d'appui auxquelles nous faisons partie, heu, sont en train d'élaborer des fiches mémo sur les critères impératifs. Donc c'est en cours de rédaction, elle devrait prochainement, être publiée, donc on vous en informera, hein, l'Aurax. Vraiment dans un objectif de faciliter pour vous, hein, l'appropriation des attendus de la HAS, hein, par rapport, aux éléments d'évaluation ainsi que du critère, et voilà des recommandations de bonnes pratiques et cetera. Donc on très prochainement, je peux pas encore vous donner de date, mais en tout cas, on vous informera par rapport à ces fiches mémo, qui pourront vous faciliter, voilà l'appropriation des attendus de ces critères impératifs. Donc voilà ce que je peux dire, par rapport aux critères impératifs. Je vais arrêter l'enregistrement.